Bienvenue pour cette exploration d'une technique de joaillerie chinoise ancienne, assez fascinante et plutôt méconnue, le jiangshui. Imaginez des bijoux dont l'éclat ne vient pas de pierre, mais de plumes, des plumes de Martin Pêcheur. On s'appuie aujourd'hui sur une conférence qui a exploré cette tradition. L'idée, c'est de découvrir ensemble ce savoir-faire vraiment unique. Oui, et c'est un très bon point de départ parce que la joaillerie chinoise, elle a vraiment ses propres codes. C'est assez différent de ce qu'on connaît en Occident. Pendant très longtemps, le jade a eu une place mais prépondérante pour le symbole, le rituel, parfois plus important que l'or en fait. L'argent aussi était très important, on lui prêtait des vertus protectrices et il y avait une certaine méfiance, on va dire, pour les pierres très brillantes, facettées. Ah oui, Jugées trop dures peut-être. Voilà, peut-être un peu dures, un peu vulgaires. On préférait les formes polies, douces, comme les cabochons. d'accord. Et donc, dans ce contexte, arrive le dianqi, point de Martin Pêcheur, c'est ça la traduction littérale. Exactement. Donc, la technique, c'est d'appliquer des tout petits bouts de plumes de cet oiseau. Le rendu est si particulier qu'on dirait de l'émail apparemment. Oui, ça peut faire penser à l'émail, mais ce n'en est pas. Et justement, pourquoi les plumes? Il y a deux raisons principales, je dirais. D'abord, la technique de l'émail sur métal, elle est arrivée assez tard en Chine, avec les Mongols sous les Yuan. Donc avant, il fallait trouver autre chose pour la couleur. D'accord. Et ensuite, pour avoir un bleu intense, bon, il y avait le lapis-lazuli, la turquoise, Ouais. mais c'était cher et lourd aussi. Ah oui, le poids. Voilà, utiliser des plumes, même si le travail était incroyablement minutieux, c'était une solution plus légère et sans doute aussi plus économique pour avoir cette couleur bleue si vibrante. Ce bleu, il est incroyable, paraît-il. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas un pigment. Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle une couleur structurale. C'est la microstructure de la plume elle-même qui interagit avec la lumière. Des cristaux photoniques. C'est ça. En gros, de minuscules structures dans la kératine de la plume qui diffractent la lumière d'une certaine façon pour produire ce bleu éclatant. Pas une teinture, non? Un peu comme les ailes de certains papillons, comme le morpho. Exactement, c'est le même principe physique. Et c'est vrai que nommer cette couleur, c'est compliqué. Parfois turquoise, parfois on dit cuit, comme pour émeraude. Ah, le mot cuit veut aussi dire émeraude. Oui. Et puis il y a le terme king en chinois qui couvre une palette très large, du bleu au vert. Donc voilà, c'est une nuance assez unique. Et l'oiseau alors, le martin pêcheur. On imagine un tout petit oiseau, mais en fait, pas tant que ça, hein. Ah bon. Non, plutôt la taille d'un étourneau, disons. Et ce n'était pas n'importe quelle espèce, hein, seulement deux, bien spécifiques. Le commerce de ces plumes était assez intense, notamment avec l'Empire Khmer. Il y a même des hypothèses selon lesquelles ce commerce aurait aidé à financer Angkor Wat. Encore what? Avec des plumes de Martin Pêcheur. C'est fou. Oui, ça donne une autre perspective sur la valeur des choses, hein. Petite anecdote sur l'oiseau, il est monogame. Et le mâle offre un poisson à la femelle pour la séduire. Adorable. Mais revenons à la technique. J'imagine une patience infinie. Oh oui, c'était extrêmement méticuleux. Les artisans découpaient les barbes des plumes, vous savez, les filaments les plus fins et colorés. Ensuite, ils les enduisaient de colle, une colle animale, puis ils les posaient une par une, avec une pince très fine, sur une base en métal, souvent de l'argent ou de l'or. Une par une. Oui. Et parfois, la base en métal avait des petits fils soudés qui formaient comme des alvéoles, des cloisons. Ça rappelle un peu les mailles cloisonnées, où les cloisons servent à délimiter les couleurs. Quel travail. Et historiquement, ça remonte à quand? C'est très ancien. Très ancien, oui. On a des traces sur des objets, peut-être des coffrets qui dateraient du royaume de Chou, donc bien avant notre ère. Au début, c'était plutôt sur de grands objets, genre parasols, chars, puis ça s'est affiné, on en trouve sur des épingles à cheveux, sous les Tang par exemple. D'accord. Il y a eu une petite éclipse sous les Song du Nord qui prenait plus de simplicité, mais ça revient en force après sous les Song du Sud et les Ming. On a retrouvé des couronnes impériales magnifiques dans des tombes. C'est vraiment sous la dynastie Qing que ça se diffuse plus largement. Ça devient moins exclusif à la cour et ça s'exporte même un peu. Et le déclin arrive quand? Avec l'émail? Oui, quand l'émail importé devient plus accessible, plus populaire, le jianshui commence à décliner. La production s'arrête officiellement vers 1933. Mais on en voit encore. Oui, on en voit encore, notamment sur les somptueux costumes de l'Opéra de Pékin. C'est un peu là que ça survit. Donc pour résumer un peu, le dianqui, c'est vraiment un art joaillier chinois à part. Basé sur cette couleur incroyable des plumes, une couleur structurelle.
Une technique née peut-être de contraintes techniques ou économiques, mais qui est devenue un sommet de raffinement et de patience. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question intéressante pour réfléchir un peu. Qu'est-ce qui fait la préciosité d'un matériau, au fond? Est-ce que c'est juste la rareté d'une gemme, formée pendant des millénaires? Ou est-ce que l'ingéniosité humaine en transformant quelque chose d'aussi modeste qu'une plume d'oiseau en une surface qui chatoie comme de l'émail ne lui confère pas une valeur tout aussi grande, voire plus? C'est une belle question. Ça interroge notre perception de la valeur, de la beauté, et peut-être même de l'éthique dans l'artisanat, à travers les cultures et le temps. Exactement. De quoi réfléchir.